Ina Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 33e épisode, la fin d'une imposture. Docteur, ma maison est maudite. Avez-vous encore quelqu'un de malade? Qui donc va mourir chez vous, monsieur le procureur? Valentine, c'est le tour de Valentine. Votre fille? Vous voyez que vous vous trompiez. Et chaque fois que vous m'avez prévenu, il était trop tard. N'importe, j'y vais. Mais hâtons-nous. Avec les ennemis qui frappent chez vous, il n'y a pas de temps à perdre. Cette fois, je connaîtrai l'assassin et je frapperai. Essayons de sauver la victime avant de penser à la venger. Elle vit encore. Et j'en suis bien surpris. Mais est-elle sauvée? Eh oui, puisqu'elle vit. Tenez. Allez faire exécuter cette potion et revenez vous-même me l'apporter. Je voulais être seul avec vous, monsieur Noirtier. Vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Oui. Pensez-vous que ce soit la même main qui a frappé Barrois en voulant frapper un autre qui frappe aujourd'hui Valentine? Oui. Hein? Elle va donc succomber aussi? Non? Espérez-vous donc que l'assassin se lassera? Non? Alors c'est que vous espérez que le poison sera sans effet sur Valentine? Oui, mais comment? Auriez-vous eu l'idée de la prémunir contre le poison en l'y habituant peu à peu? Oui. Je comprends. Vous m'avez entendu dire qu'il entrait de la brucine dans les poisons que je vous donne, et en l'accoutumant à ce poison, vous avez voulu neutraliser le crime. Et vous y êtes parvenu, monsieur Noirtier. Sans cette précaution, Valentine serait morte. Tenez, docteur, voici la potion. Elle n'est pas sortie de vos mains. Non? Je vais la lui faire prendre tout de suite. Ensuite, nous ferons transporter votre fille dans sa chambre. D'ici là, réunissez tout le monde. Je donnerai mes instructions et vous veillerez vous-même, Villefort, à ce que personne ne s'en écarte. Qu'y a-t-il, Maximilien? Vous me paraissez bouleversé. Je sors d'une maison où la mort vient d'entrer. Vous venez donc de chez Monsieur de Morcerf? Non. Quelqu'un est-il mort chez lui? Mais le comte, il s'est brûlé la cervelle. Oh, l'affreux malheur. Pas pour la comtesse, pas pour Albert. Mieux vaut un père et un époux morts qu'un père et un époux déshonorés. Mais revenons à vous. Auriez-vous besoin de moi?
En venant ici, je croyais comme un insensé que vous pourriez me porter secours dans une circonstance où Dieu seul peut me secourir. Dites toujours. Écoutez, un soir, je me trouvais caché dans un jardin. 2 personnes passèrent près de moi. Quelqu'un venait de mourir dans la maison qui s'élevait au bout du jardin. Or, l'une des 2 personnes était le maître des lieux et l'autre, le médecin. Le premier disait ses craintes et ses douleurs, car c'était la seconde fois en quelques semaines que la mort s'abattait sur sa famille. Ah. Et que répondait le docteur? Il répondait que cette mort n'était pas naturelle et qu'il fallait l'attribuer au poison. Vraiment? Je les ai entendus. Et le docteur a ajouté que si pareil événement se renouvelait, il serait obligé d'en appeler à la justice. Eh bien, comte, la mort a frappé une 3e fois. Et ni le maître de la maison ni le médecin n'ont rien dit. Et la mort va frapper une 4e fois. Croyez-vous, monsieur, que la connaissance de ce secret m'engage? Si c'est la justice, et non la colère de Dieu qui se promène dans cette maison, détournez la tête, Maximilien, et laissez passer la justice de Dieu. C'est une famille d'Atrides. Dieu les a condamnés, ils subiront la sentence. Ils vont tous disparaître. Après les Saint-Méran et Barrois, aujourd'hui c'est le vieux Noirtier de Villefort, ou Valentine. Mais comment vous le saviez? Vous ne disiez rien? Que m'importe. Entre le coupable et la victime, je n'ai pas de préférence. Mais moi, je l'aime! Vous aimez qui? J'aime Valentine de Villefort, qu'on assassine en ce moment. Je l'aime. Je demande à Dieu et à vous comment je puis la sauver. Oh. Allons, assez de plaintes, Morel. Soyez homme, soyez fort. Je suis là et je veille sur vous. Je vous dis d'espérer, m'entendez-vous? Sachez que jamais je ne mens ni ne me trompe. Il est midi. Si Valentine n'est pas morte à cette heure, elle ne mourra pas. Oh mon Dieu. Et moi qui l'ai laissé mourante. Rentrez chez vous. Ne faites pas un pas, ne tentez aucune démarche. Je vous donnerai des nouvelles. Allez. Vous m'épouvantez avec ce sang-froid. Mais pouvez-vous donc quelque chose contre la mort? Êtes-vous plus qu'un homme? Êtes-vous un dieu? Je peux beaucoup, mon ami. Mais j'ai besoin d'être seul maintenant. Laissez-moi. Son Excellence a besoin de mes services? Oui, monsieur Bertuccio. Et cela ne souffre aucun retard. Il faut que vous louiez dans l'heure la maison qui jouxte celle de Villefort, à n'importe quel prix. Au besoin, achetez-la, indemnisez les locataires et convoquez pour cet après-midi les maçons. Je viendrai sur place donner mes instructions à 2 heures. À quel nom faut-il louer ou acheter, monsieur? Abbé Busoni. Bonjour, cher monsieur de Monte Cristo. Ah, monsieur André, comment vous portez-vous? À merveille. J'étais venu pour vous demander... Je vous écoute. Vous savez que la cérémonie du contrat a lieu ce soir à 9h chez le beau-père. Ah non, vous me l'apprenez. Eh bien, vous voilà heureux. C'est une alliance des plus sortables. Et puis mademoiselle Danglars est jolie et fort riche. On dit que son père cache la moitié de sa fortune. Et il avoue 20 millions. Oui, sans compter ce que va lui rapporter sa spéculation sur les chemins de fer, au moins 10 millions. 10 millions? Et toute cette fortune vous reviendra, puisque génie est fille unique. D'ailleurs, votre fortune, votre père me l'a dit, est presque égale à celle de votre fiancé. Mais laissons ces affaires d'argent. Vous avez habilement mené toute cette affaire. Oh, vous m'avez singulièrement aidé. Qui, moi, ou vous vous abusez complètement? Qui m'a procuré le bonheur de votre connaissance? Mes bons amis, Lord Wilmore et l'abbé Busoni. Qui m'a encouragé à vous patronner? Le nom de votre père, si honoré en Italie. Mais personnellement, je ne vous connais pas. Puisque mon père a une si grande fortune,
Savez-vous, comte, si ma dot est arrivée? Les 3 millions sont en route. Vous les toucherez bientôt. Ah, fort bien. Il me reste à vous adresser une demande. Mais faites, je vous en prie. Puisque mon père ne vient point à Paris, voulez-vous le remplacer pour la séance du contrat? Ah, mon cher monsieur, demandez-moi un demi-million à emprunter et parole d'honneur, vous me serez moins gênant. Enfin, moi qui ai un sérail au Caire, un autre à Smyrne et un troisième à Constantinople, présider un mariage, jamais. Fichez-vous, mon fils, je vous refuserai de même. Mais c'est vous qui m'avez présenté chez Monsieur Danglars. Non, point, je vous ai fait dîner avec lui à Auteuil et c'est vous qui vous êtes présenté vous-même, c'est tout différent. J'ai même refusé de faire votre demande quand vous m'en avez prié. Je ne fais jamais de mariage, c'est un principe chez moi. Mais enfin, vous serez là au moins? Mais j'y serai comme tout Paris. Je ne veux pas manquer cela. Et vous signerez au contrat? Oh, je n'y vois pas d'inconvénient et mes scrupules ne vont pas jusque-là. Allons, et qu'il soit fait comme vous voulez. Ah, ce soir donc, 9h. Eugénie est vraiment ravissante. Toute de candeur. Sa robe blanche est de la plus élégante simplicité. Oui, une assurance dans le regard. Mon cher, n'est-ce pas Lucien Debray qui s'entretient avec la baronne? Où cela? Là-bas, entre Beauchamp et Châteaurenaud. Ma foi, oui, mon cher. C'est bien notre secrétaire de ministre. Il a donc fait sa rentrée dans la maison. Messieurs, quand la force des choses aura contraint le gouvernement à m'appeler au ministère, il ne me faudra pas 3 semaines pour mettre sur pied mon système de contribution nouvelle. Oui, mon cher Danglars, mais vous appellera tout. Sans doute, si vous, les députés, laissez entendre à bon escient que ce qui n'est pour le moment qu'une théorie pourrait bien être... Cette théorie, maman. Ah, voici le prince Cavalcanti. Où cela, cher ami? Je ne l'ai jamais vu. Là-bas. Non, plus à gauche. Avec ce dandy qui fait les beaux soirs de l'opéra. Il paraît que ce fringant jeune homme est souvent vu en compagnie de la toujours jeune. 175 livres de rente, doncière. Vous vous rendez compte de ce que cela représente comme luxe? Et une si charmante jeune femme pour les mettre en valeur. Parbleu, prince. Et que de monde pour assister à la signature d'un tel contrat. Tout Paris est là, ou presque. Monsieur le comte de Monte Cristo. Madame la baronne, monsieur Danglars, ce sera, je crois, une soirée très jolie. Merci, comte. Oui, ce sera bien. J'ai fait ce que j'ai dû. Maintenant que les autres fassent ce qu'ils me doivent. Ah, voici les notaires. Ils vont lire le contrat et faire quelques envieux. À présent, on va signer le contrat. Monsieur le baron Danglars, ici. Monsieur le fondé de pouvoir de monsieur Cavalcanti père, ici. Madame la baronne Danglars, ici. Mon ami, un incident inattendu nous prive d'avoir ce soir Monsieur de Villefort. Ah oui? Oh mon Dieu, j'ai bien peur d'être la cause involontaire de cette absence. C'est chez moi qu'est mort ce malheureux qui était venu pour me voler et qui a été, à ce que l'on croit, assassiné par son complice. Pour lui porter secours, on l'avait déshabillé et jeté ses habits dans un coin où la justice les a ramassés. Mais on avait oublié un gilet. Damnation. Or, en fouillant ce gilet, mon valet de chambre y a trouvé une lettre à vous adresser, baron. À moi? Mais comment cela empêche-t-il le procureur du roi? Bien, ce gilet et cette lettre sont des pièces à conviction. J'ai donc envoyé le tout à monsieur de Villefort. C'est ce qu'il aura retenu loin de votre soirée. Cet homme assassiné, n'était-il point un ancien forçat? Oui, un nommé Cadrousse. Ah, une lettre écrite par Cadrousse.
L'orage menace, il vaut mieux fuir. Mais je vois que mon récit a mis tout le monde en émoi. Je vous en demande pardon. Monsieur le prince de Cavalcanti, où êtes-vous? Venez signer, s'il vous plaît. Oui, monsieur le prince de Cavalcanti. Il était là il y a un instant. Mais que se passe-t-il là-bas? Et le commissaire de police? Lequel de vous, messieurs, s'appelle Andrea Cavalcanti? Monsieur le commissaire, je suis le baron Danglars. Pourquoi cherchez-vous monsieur Cavalcanti? C'est un ancien forçat, évadé du bagne de Toulon. Il est prévenu d'avoir assassiné le nommé Cadrousse, son ancien compagnon de chaîne, au moment où celui-ci sortait de chez monsieur le comte de Monte Cristo. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il dit, un forçat, le prince? Je croyais qu'il était vicomte. C'est ça. L'horrible chose. Un assassin, un forçat. En vérité, Louise, j'étais prédestinée. Je n'échappe au Morcerf que pour tomber dans le Cavalcanti. Les hommes sont des infâmes et je suis heureuse de pouvoir les mépriser. Qu'allons-nous faire? Mais ce que nous devions faire dans 3 jours, partir. Ainsi, quoique tu ne te maries plus, tu veux toujours? Écoute, Louise, j'ai en horreur cette vie réglée comme notre papier à musique. Ce que j'ai toujours désiré, c'est la vie d'artiste, libre, indépendante. Rester pour qu'on essaie d'ici un mois de me marier encore, non. Comme tu es ferme et courageuse, Eugénie. Causons de nos affaires. La voiture de poste. Achetée depuis 3 jours. Notre passeport. Le voilà. Monsieur Léon d'Armilly, âgé de 20 ans, profession d'artiste, cheveux noirs, yeux noirs. C'est toi. Voyageant avec sa sœur. C'est moi. À merveille. Comment te l'es-tu procuré? En allant prendre chez monsieur de Monte Cristo les lettres pour les directeurs de théâtre de Rome et de Naples. Je lui ai exprimé mes craintes de voyager en femme et il m'a procuré ce passeport d'homme. J'ai seulement ajouté de ma main voyageant avec sa sœur. Bon. Il ne s'agit plus que de faire nos malles et à nous l'Italie. Combien possédons-nous? 23 000 francs. Et pour autant en bijoux? Nous sommes riches. Nous avons de quoi vivre en princesse pendant 2 ans ou convenablement pendant 4. Mais avant 6 mois, toi avec ta musique, moi avec ma voix, nous aurons doublé notre capital. Maintenant, je vais mettre le costume d'homme. Aide-moi. Je l'ai déjà essayé une fois. Il me va parfaitement. Tu vas pouvoir juger. Tu es une véritable Amazone, Eugénie. Oh oui, c'est très bien. Ah. Mais... Quoi donc? Ces nattes magnifiques qui faisaient soupirer d'envie toutes les femmes, tiendront-elles sous un chapeau d'homme? Tu vas voir. Oh, coupez tes cheveux. Ne me trouves-tu donc pas belle ainsi? Oh si, tu es belle toujours. Où allons-nous? À Bruxelles, c'est la frontière la plus proche. Puis nous gagnerons Liège, Aix-la-Chapelle. Nous remonterons le Rhin jusqu'à Strasbourg, nous traverserons la Suisse et nous descendrons en Italie par le Saint-Gothard. Que regardes-tu? Toi. En vérité, Eugénie, tu es adorable ainsi. On dirait que tu m'enlèves. Et par Dieu, et on aurait raison. Ah, nous voilà sortis de Paris. Premier arrêt, Compiègne. Ma chère, le rapt est bel et bien consommé. Oui, mais sans violence. Je ferai valoir cela comme circonstance atténuante.
tous. Même mort, il me tient encore à la chaîne. Dire que sans lui, j'étais millionnaire. Beau-fils de banquier, le petit Benedetto. Pas moins. Heureusement qu'en filant, j'ai pris la précaution de passer par le petit salon où était exposé le trousseau d'un marié. Parure en diamant va me permettre de vivre durant quelque temps. C'est une chance aussi d'avoir trouvé ce fiacre. Suis-je perdu? Non, si je puis fournir une somme d'activité supérieure à celle de mes ennemis. L'important est d'arriver à Compiègne cette nuit. Que se passe-t-il, cocher? Où sommes-nous? Nous sommes à Louvres, monsieur, et il y a que mon cheval est fourbu. Je suis au regret de ne pouvoir vous mener plus loin. C'est une trop longue course pour un fiacre. Mais vous trouverez sûrement un cheval ici. Ah, tenez, mon ami. Ah, merci, monsieur. La vitesse, c'est ma seule chance. D'ici à ce que la justice se mette en branle, j'aurais quitté le pays. Et cette carte de visite, au nom de Moléon, que je vais laisser tomber par mes gardes, au pied de l'homme qui m'a vendu ce cheval, achèvera de brouiller les pistes. On cherche Cavalcanti, à la rigueur Benedetto, mais assurément au point le comte de Moléon. Compiègne, enfin. Il vaudrait mieux faire reposer l'homme et le cheval pour quelques heures. Juste le temps d'un somme, précédé d'un bon souper. Pourquoi pas à l'hôtel de la Cloche et de la Bouteille, comme il y a 2 semaines, alors que j'étais encore plein d'espérance. Ah, mon ami, je sais qu'il est tard, mais je suis trop exténué pour continuer ma route sur Paris. Oui, je vois. Bon, conduisez donc mon cheval à l'écurie et puis donnez-moi une de ces jolies petites chambres, celle qui donne sur la cour. Le numéro 3 me conviendrait assez. Et puis après, vous me montrez un poulet froid et une bouteille de vin de Bordeaux. Entrez, monsieur. Entrez. Je suis à vos ordres. Malheureusement, pour ce qui est de la chambre 3, elle est déjà prise par un jeune homme qui voyage avec sa sœur. Ah, dommage. Mais le numéro 7 est tout aussi bien, monsieur. Eh bien, va pour le 7. Par ici. Un poulet frais et du vin vieux. Voilà de quoi éclaircir l'horizon le plus sombre. Maintenant, au lit. Il faut que demain je sois de force à renverser la situation. À 8 heures, je quitte l'hôtel, après avoir rigoureusement payé ma note. C'est pas le moment de se faire remarquer, Benedetto. Et ensuite, je gagne la forêt toute proche. Et sous prétexte d'études de peinture, j'achète l'hospitalité d'un paysan. Je me procure une tenue de bûcheron, cogné, et les mains terreuses, les cheveux brunis, le teint hâlé grâce à certains procédés. Je gagne de forêt en forêt la frontière la plus proche. Là-bas, je revends les diamants, qui devraient bien me faire une 40aine de 1000 francs. De quoi voir venir. Je pense que Papa Danglars s'efforcera dans son propre intérêt d'étouffer cette affaire.
8h. Alors, mon petit Benedetto, debout. Il est grand temps. Qu'est-ce que c'est? Des gendarmes. Si vite. Ça se gâte. Non. Ils ne savent pas que je suis ici puisqu'ils arrivent. Mais je connais cette race. Ils vont s'informer. Même si c'est pas moi qui le recherche, la prudence recommande une sortie rapide et discrète. Habillons-nous. L'escalier donne dans la salle commune. Ce qu'il me faut, c'est un abri, un refuge, jusqu'à ce qu'il soit parti. C'est dit que vous cherchez quelqu'un? Oui, un nommé Benedetto, ancien forçat, assassin, et qui se fait appeler aussi Cavalcanti. Je vais vous mener visiter les locataires, mais à cette heure, ils dorment encore. Ils vont monter. Chambre 3. Le jeune homme et sa sœur. Peut-être qu'ils voudront bien me cacher. Pas très clair. Monsieur. Mademoiselle. Ah! Au secours! Non, pas pitié. Ne sonnez pas. N'appelez pas. Sauvez-moi. Je ne veux pas vous faire de mal. Andrea, l'assassin. Eugénie. Au secours, au secours! Par quel hasard? Sauvez-moi, mademoiselle Danglars. On me poursuit. Les gendarmes. Trop tard. On monte. Là. Fuyez. Par la fenêtre. Merci. Oustire, rendez-vous! Oh, mais fuyez donc! Où tuez-vous? Avec votre couteau? Me tuer? Pourquoi faire? Mais on va vous condamner à mort, on vous exécutera comme le dernier des criminels. On a des amis. Allons, gendarmes, baissez votre fusil. Je me rends. Venez. Avez-vous quelques commissions pour votre père, mademoiselle Danglars? Car selon toute probabilité, je retourne à Paris. Il n'y a pas de quoi être honteuse. Et je vous en veux pas d'avoir pris la poste pour courir après moi. N'étais-je pas presque votre mari? Allez, C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 33e épisode, la fin d'une imposture. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini, Maximilien Morel, Pierre Arditi, Bertuccio, André Weber, Andrea Cavalcanti, Jean-Paul Tribou, le baron Danglars, Alain Mottet, la baronne Danglars, Claire Morier, Eugénie Danglars, Juliette Berthaud, Louise d'Armilly, Nathalie Calmé, le notaire, Yves Pénaud, le cocher, Jacques Borne, l'hôtelier, René Breuil, et les voix d'Hélène Cielka, Monique Grégaud, Philippe de Rèze, Yves Ferry, Jacques Bretonnière, Daniel Russo, Frédéric Contrel, Maryse de Goutin, Guy Marly, Hervé Joly, Bernard Alouf. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert.
Réalisation Jean-Jacques Vierne.